Des Télé 7, merci d'être branchés sur vos petits écrans pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission explicative Avis d'experts. Comment promouvoir la culture fiscale en République démocratique du Congo? Pour répondre à cette question, nous avons eu l'honneur d'inviter sur ce plateau M. Bienvenu Iboula Wa Iboula. Bonjour Monsieur Bienvenu. Bonjour Madame. Voudriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs pour faire ample connaissance? Je suis Monsieur Bienvenu de Iboula, comme on l'a dit tantôt. Je suis chef de division gestion à la direction des recettes de la Gombe, une direction qui est au sein de la direction générale des recettes de Kinshasa, déjà en sigle. Merci, monsieur. Bienvenue, Iboula. Vous savez, la culture fiscale en République démocratique du Congo est vraiment un grand problème. Alors, les services de l'État chargés à la récolte des taxes rencontrent des difficultés auprès des contribuables. Alors, vous pouvez nous dire à quoi est dit toutes ces difficultés qu'ils rencontrent sur terrain? D'entrée de jeu, j'aimerais que les gens se remémorent ce qui s'est passé sous la Deuxième République. Pour faire plaisir à la population et le berner, le président Mobutu avait pris un certain nombre de décisions pour supprimer des impôts qui faisaient vivre l'État, notamment l'impôt personnel, on appelait ça un Pakuyanzoto, les impôts fonciers, les impôts sur les revenus locatifs, tous ces impôts-là étaient supprimés déjà à l'époque de Mobutu. C'était pour faire plaisir à la population. Mais c'était sans ignorer que l'État allait en pâtir. Les gens ont perdu justement la culture de payer les impôts suite à ces décisions-là irrationnelles du maréchal Mobutu. Donc on doit partir de là. Mais comme les Congolais ont perdu cette culture de payer l'impôt, qui a été une mesure de grâce du président Mobutu, comment faire actuellement pour revivre la culture fiscale chez les Congolais? On dit celui qui peut le plus peut le moins. Nous sommes partis d'une décision d'un chef d'État. Maintenant, on a trouvé que sans les impôts, un État ne peut pas fonctionner. Il faudrait qu'il y ait d'abord une conscientisation au sein de la population. En fait, il s'agit d'une prise de conscience collective qui doit nous amener à savoir que les impôts ne peuvent pas nous empêcher de bien vivre. Au contraire, c'est grâce aux impôts que nous pouvons reconstruire notre pays qui a d'énormes difficultés. Mais comment arriver à cette prise de conscience? Il faut d'abord une sensibilisation et des réformes profondes au niveau de la loi en ce qui concerne la procédure, en ce qui concerne le recouvrement, tout ça. Il faut beaucoup de réformes. Mais la DGRK en soi n'organise pas des campagnes de sensibilisation. Jusque-là, on n'en a pas vu une. Si, la DGRK au départ c'est un service provincial. Il y a au-dessus de nous la DGI qui a la charge de collecter les impôts au niveau national. C'est plutôt l'information qui est difficile à circuler aujourd'hui. Les gens sont plus intéressés aux bêtises qui sont dans les réseaux sociaux que de suivre les informations sur ce qui concerne la survie de l'État, qui dépend justement de ce genre de comportement, notamment la conscience sur le civisme fiscal. Mais la DGRK a au moins 3000 agents qui sillonnent les différentes communes de la capitale, mais ce qu'ils font passer comme message, quitte à vous maintenant de prendre de conscience. Nous avons une difficulté au niveau des procédures. Par exemple, une maison d'habitation, nous ne pouvons pas la sceller, nous ne pouvons pas vous l'arracher. Il faudrait que l'administration nationale, au niveau des décideurs, je veux dire le législateur, lorsqu'ils vont prendre des grandes décisions pour que tout le monde mette la main à la pâte, en ce moment-là, vous allez voir que la DGRK pourra bien faire le travail que vous attendez. Mais si la population est intéressée par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous ne pensez pas que c'est aussi un moyen que la DGRK ou la DGI peut utiliser pour atteindre rapidement la population et l'instruire? Nous le faisons. Nous avons plusieurs plateformes dans lesquelles on fait passer les informations pour que les gens connaissent notamment quelles sont les échéances telles que maintenant... Les plateformes sont accessibles accessibles à tous. Et que nous utilisons toutes les voies de communication pour que les gens connaissent quelles sont par exemple les échéances au cours desquelles on doit faire les déclarations des impôts. Mais la difficulté est que nous sommes dans une société où les gens sont en majorité illettrés.
Donc nous sommes par exemple ici à Kinshasa, c'est l'une des rares villes du monde où la majorité de la population n'a pas d'instruction voulue. Parce que la majorité, comme vous le dites, elle est vraiment la plupart, elle est composée des illettrés. C'est aussi une raison pour qu'ils ignorent quel type d'impôt nous avons en RDC et quelle est la différence qui existe entre impôts et taxes. Ah d'accord. La différence qui existe entre impôts et taxes... Les types d'impôts? Il y a plusieurs types d'impôts. Il y a les impôts fonciers, là, ce qui concerne par exemple les provinces. Les provinces n'ont que l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs en ce qui concerne les baux sur les loyers, et il y a l'impôt sur les véhicules. Ils n'ont que 3 impôts, les provinces. Mais au niveau national, il y a plusieurs types d'impôts. L'impôt forfaitaire minimum, l'impôt sur les bénéfices et profits, il y a plusieurs types d'impôts. Maintenant, au niveau de la différence, je veux dire, il n'y a pas de contrepartie visible en ce qui concerne les impôts. Je veux dire, vous payez un impôt, il n'y a pas de contrepartie qu'on vous donne directement. Mais lorsque vous payez une taxe, par exemple, vous allez à la commune, vous payez une taxe, la commune vous donne tel document. Mais quand est-ce qu'on paye un impôt et quand est-ce qu'on paye une taxe? Quelles sont les raisons, cette différence-là? Voilà, la taxe, c'est vous qui devez être demandeur. Vous allez demander par exemple un service à la commune. Le service que vous demandez à la commune, il y a une contrepartie que vous payez. Mais l'impôt, comme on vous dit, c'est un impôt, c'est une obligation légale. Donc c'est basé sur c'est une obligation, une ponction sur le revenu que vous avez, mais ça se base sur la loi. Donc c'est une obligation. Bref. Mais en ce qui concerne la taxe n'est pas obligatoire. La taxe c'est à vous. Si vous posez un acte donné, à ce moment-là, vous êtes assujetti à une taxe pour que l'État, en contrepartie, vous donne ce que vous demandez. C'est ça la différence entre les deux. Mais en citant les différents types de taxes ici présents, vous avez parlé des taxes qui ne sont payées qu'en province. Oui. Les impôts qui ne sont réservés qu'aux provinces. Quel est le chevauchement entre l'État et les provinces, les chevauchements des paiements d'impôts entre l'État et les provinces? Et ces chevauchements-là représentent un blocage pour l'épanouissement des provinces? Oui, il y a un chevauchement en ce qui concerne les sociétés immobilières. Il y a une ancienne disposition qui date même de très longtemps, de 1959. Les gens s'accrochent là pour dire que non, les sociétés immobilières sont exemptées du paiement de l'impôt sur le revenu locatif. Et pourtant, la disposition finale de la Constitution de 2006 dit que tout ce qui a été mis dans cette Constitution-là abroger ce qui précédait. Ça c'est juste pour les provinces ou c'est applicable aussi à Kinshasa? Non, mais Kinshasa c'est aussi une province justement. Okay. Kinshasa c'est une province. Au niveau de l'État, je voulais dire. Oui, ça veut dire que les sociétés immobilières se disent être exemptées d'impôt sur le revenu locatif. Or, le revenu sur le loyer est une exclusivité des provinces. Donc au niveau national, on ne peut pas se dire non, une société immobilière est assujettie par exemple à l'IBP et pourtant elle devait être assujettie en même temps à l'impôt sur le revenu locatif. À l'IBP. Donc l'IBP c'est l'impôt sur les profits et bénéfices. Alors on dit que il ne paye pas le revenu locatif. Or, les sociétés immobilières n'ont pas de revenus de bénéfices que celui issu de revenus sur le loyer. Ils ont la construction, la vente des bâtiments et d'autres activités. Ça c'est un jeu intelligent pour ceux qui veulent tirer la couverture de leur côté. Voyez-vous, au niveau maintenant au niveau national, on doit trancher, on a besoin par le cause des tribunaux pour que l'on dise que le revenu sur le loyer est une exclusivité des provinces, madame. En ce qui concerne par exemple les délais, nous sommes en train d'approcher par exemple à la date du 1er février, qui est la date butoir pour le paiement des impôts provinciaux, impôts fonciers et impôts sur le revenu locatif. L'impôt foncier, pas comme ABD comme on dit. Donc l'impôt en ce qui concerne la propriété foncière bâtie et non bâtie, c'est réglementé. Mais la propriété foncière appartient à l'État. Non, non. C'est-à-dire, c'est la terre, le sous-sol et le sol qui appartiennent à l'État. Mais l'État fait des cessions, soit provisoirement ou définitivement. Lorsque vous achetez une parcelle à Kinshasa comme vous êtes de nationalité congolaise, on vous donne un titre de propriété, une cession perpétuelle. Mais si c'est un expatrié, on lui donne une cession temporaire.
Et renouvelable? Renouvelable, oui. Voilà comment ça se passe. Après combien de temps? Pour les expatriés, c'est renouvelable à 20 ans. Voilà. Mais donc maintenant, il s'agit de la période où les gens sont appelés annuellement à payer l'impôt foncier ainsi que l'impôt sur le revenu locatif. L'impôt sur le revenu locatif se paye en 2 temps. Il y a le locataire qui sont appelés à retenir à la source 20% de leur loyer et les reverser à la DGRK ou bien aux autres régies financières provinciales. Mais cette mesure n'est pas du tout appliquée? Si, c'est appliqué dans une certaine mesure là où les gens ont l'information, et la difficulté est que dans certaines résidences, surtout dans les communes périphériques, nous avons difficile à le faire payer, mais de plus en plus les gens commencent à savoir qu'il faut payer parce que il y a les recouvrements forcés qui se fait, soit vous avez une maison commerciale, soit elle est scellée, où on désigne votre locataire qui est une maison commerciale, on peut la désigner tiers détenteur. Donc en ce moment-là, la DGK peut utiliser un forcing, une voie légale pour récupérer cet argent. Cette façon d'agir permet-elle aux entreprises locales de s'épanouir quand vous allez vous sceller, vous exigez les... Madame, c'est l'impôt. La loi est dure, mais c'est la loi. Si nous sommes trop laxistes face aux assujettis, nous ne serons pas, l'État ne saura pas vivre. Il faut donner à l'État les moyens de sa politique. Dans l'espèce, ici à Kinshasa... Mais les entreprises locales, vous savez, elles ont d'abord du mal à démarrer. Mais quand vous allez sceller, et vous les empêchez de Non, le scellage c'est un processus, madame. C'est un processus qui dure plusieurs mois. On vous notifie d'une étape à une autre. Vous savez, le scellage c'est une procédure, c'est un processus judiciaire. Donc, c'est une procédure judiciaire, j'allais dire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça parce que je travaille à la DGRK ou bien à la DRB ou à la DR, je ne sais comment. Je me réveille le matin, je vais parceller la maison qui appartient à quelqu'un. Non, c'est un processus qui dure longtemps. On vous notifie à chaque étape et il y a des délais légaux qu'il faut respecter. Vous voyez, donc on vous donne le temps d'agir conséquemment. Sinon, l'État n'aura pas la politique, les moyens de sa politique. Notamment ici, nous avons le gouvernement qui a lancé la politique de Kinvopeto. Si nous ne faisons pas payer les impôts, où est-ce qu'il aura le moyen pour soigner la ville? Tout le monde se plaint. On a beau dire non, il y a des poubelles par ici, par là. Mais personne ne dit que nous n'avons pas au gouvernement le moyen d'agir. Et il n'y a pas que les poubelles qui doivent enlever. Il faut payer le personnel, il faut l'assistance sociale. Il y a beaucoup de choses que le gouvernement a à faire. Donc il faut lui donner les moyens. Et pour ça, nous devons avoir de la rigueur dans la façon dont nous mobilisons les recettes. Mais vous arrivez à mobiliser assez de recettes à Kinshasa par rapport à la potentialité physique de Kinshasa? J'ai dit non. Ici à Kinshasa, par exemple, nous avons un problème capital, le trafic d'influence. Les plus mauvais payeurs, ce sont les hommes politiques et les grands hommes d'affaires qui ont des relations. Donc, vous êtes l'ami du ministre X, ou vous êtes colonel ou général tel. Un Libanais peut se servir de vous pour me dire non, c'est de comprenez, la DGRK n'a pas une politique pour mettre fin à cette pratique. Bon, c'est un problème national. Vous voyez, le chef de l'État a mis en place une structure pour lutter contre la corruption et les trafics d'influence. Tout ça, c'est de la corruption. Ce sont des voies qui permettent à l'État de perdre beaucoup de recettes. Donc, il suffit qu'un expatrié sache qu'il peut se faire couvrir par un ministre, par un avocat ou par un magistrat. Comment vous arrivez à couvrir tous ces frais qui sont destinés à l'État mais qui vont remplir les poches de certaines personnes? Comment vous faites pour couvrir ça? Bon, le législateur a prévu beaucoup de mécanismes, madame, notamment l'impôt rétroagi. Donc si vous n'avez pas payé en 2018, ne vous en faites pas. Maintenant, là, nous pouvons réclamer les impôts que vous avez payés en 2018. Mais avec l'avantage que l'administration peut vous réclamer non seulement les impôts passés, mais aussi avec des pénalités. Donc, vous pouvez utiliser une relation pour échapper à l'impôt, mais l'impôt rétroagi dans les 5 ans, dans les 4 ans plus tôt, on peut toujours vous réclamer les impôts que vous n'avez pas payés. Et les impôts qui ne sont pas payés ou qui sont payés, eh bien, vous savez, les travailleurs qui sont mal payés, ils se plaignent des impôts qui sont retenus sur leur rémunération. Vous ne pensez pas que c'est une sorte d'escroquerie? Madame, ces mêmes travailleurs sont à la base de perte des capitaux au niveau national. Qu'est-ce qui se passe?
tous les expatriés qui ont du business ici. Mais ils se servent de même service de l'État pour dire non, il faut t'habiller, voilà la voie qu'il faut utiliser pour contourner l'État. Il suffit que lui, on lui donne chaque mois un petit rien qui lui permette de vivre lui. Tout ça, c'est les petits peuples qui en pâtissent. Ça veut dire qu'il faut une prise de conscience collective de nous qui travaillons dans les structures de l'État pour que l'État ne puisse pas perdre l'argent. Voyez-vous? Donc nous devons prendre conscience de la situation que traverse notre pays. Nous ne devons pas servir de barricade pour que l'État puisse manquer ce qui lui est dû. Et là, j'invite vraiment tous les collègues, tous les agents et cadres de l'administration fiscale pour que nous puissions être au service de l'État et non au service des individus. Nous critiquons seulement les politiciens, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous comportons lorsque nous allons auprès de ces assujettis-là? Quelqu'un qui peut payer $1 million et vous dit, bon, je vous donne à vous $50 000, vous allez me faire un document, moi je paye $200 000. Ou pas, non, 200 000. C'est malhonnête. Pourtant, ce sont des choses qui arrivent. Et qui sont les gens? Qui sont les gens, madame? Mais nous encourageons le chef de l'État dans la politique qu'il a menée pour que toutes ces pratiques puissent disparaître. Mais en fait, chez vous, à la DGRK, depuis que le chef de l'État a dénoncé toutes ces pratiques-là de vol, de fraude, de corruption, qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire comme activité pour amener votre pierre à cet édifice? Aujourd'hui, d'abord le logiciel que nous utilisons à la DGRK, si vous n'avez pas payé votre impôt, même le directeur général de la DGRK, à partir de son bureau ou de son téléphone, peut voir qui a payé et qui n'a pas payé, qui a déclaré et qui n'a pas déclaré. Donc nous utilisons un logiciel qui est très intelligent, qui fait que tous les magouilleurs sont déjà, nous appelons les défaillants, sont déjà connus à l'avance. Et chacun dans son service, dans le service que je pilote par exemple, la division gestion, c'est là qu'au quotidien, nous rappelons à tous les contribuables qui ont mal déclaré, mal payé les impôts. Et nous les suivons par rapport à la procédure légale qui est établie. Et depuis que vous utilisez votre logiciel intelligent, quels sont les résultats? Bon, c'est un nouveau logiciel, je crois que nous allons l'évaluer d'abord lors de ces échéances. Voilà pourquoi nous invitons massivement les Quinois, surtout ceux de la Gombe, à déclarer leurs impôts à temps parce qu'il y aura des pénalités. Vous savez, ne pas vouloir déclarer c'est bien, mais nous vous connaissons, les quartiers administratifs nous envoient les données, la DGI en interaction avec nous nous donne beaucoup de données, nous savons qui est où et à quel endroit nous pouvons vous repérer. Si vous n'avez pas payé les impôts à temps, nous allons vous poursuivre. Nous avons un service de recouvrement qui est bien aguerri avec des huissiers fiscaux qui sont assermentés. Donc rassurez-vous madame que nous allons évaluer ce nouveau fichier, ce nouveau serveur maintenant là, bientôt. En tout cas, je crois qu'à partir du mois de mars, nous allons donner les résultats. Mais je sens que ça va donner une nouvelle impulsion à notre travail. Mais pour les travailleurs qui sont dans des sociétés privées et dont à la fin de chaque mois, on retient un impôt sur son salaire et après le délai, parce qu'il travaille pour un délai bien déterminé, après, à la fin de son contrat, il est licencié, mais cet argent qui a été retenu de l'impôt, ça va servir à quoi? Parce qu'on ne lui donne jamais cet argent. Non. L'argent retenu à titre d'impôt sur la rémunération, ça ne revient pas à la société. Je vous ai dit que l'impôt n'a pas de contrepartie directe. Cependant, les contributions ou les cotisations qui sont faites au niveau de la CNSS, ce qui était d'abord INSS, c'est là-bas où, lorsque vous êtes pensionné, que vous pouvez avoir des contributions. Parce qu'il y a des travailleurs qui se posent des questions. Où va cet argent? À quoi l'argent va servir? Parce qu'à la fin du contrat... Non, s'ils sont affiliés à la CNSS, ils ont des cartes biométriques qui permettent à chacun de savoir les contributions qu'il a faites au cours de sa carrière. Lorsqu'il sera inactif, comment il va être rétrocédé. Et il y a un impôt sur la rémunération des personnels domestiques? Je crois oui, mais c'est difficile parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent
dans les maisons des gens, ils ne connaissent même pas leurs droits. Généralement, ce sont des gens qui n'ont pas d'instruction. Mais c'est aussi une occasion pour faire cette campagne de sensibilisation. Pour bon, ça c'est oui au niveau national, parce que ça c'est la DG qui a la compétence de l'impôt sur la rémunération. Je crois que c'est très important. Mais ce que j'aurais plutôt encouragé, ce sont des contributions au niveau des travailleurs domestiques, parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Généralement, ce sont des gens qui n'ont pas de contrat, et au niveau national, au niveau du ministère du Travail, je crois qu'il faut un grand travail, des grandes réformes pour que ces gens soient sécurisés. C'est difficile parce que du jour au lendemain, on peut recruter quelqu'un, une bonne domestique, on la fait partir comme on veut, et puis il n'y a aucun avantage. Et je vous avoue, selon les informations en ma possession, il y a aussi qui sont victimes de viol de la part de ceux qui les engagent. Donc c'est quand même un secteur où l'État doit jeter un coup d'œil très vigilant. Ben, à la hauteur de Kinshasa, comme vous l'avez dit, si nous revenons encore, vous savez, nous sommes à Kinshasa, qui est la ville-province et la capitale. Vous savez, tout est centré vraiment à Kinshasa. On ne peut pas parler RDC sans parler de Kinshasa. Mais quel est l'impact de la DGRK sur la population de Kinshasa, dans leur vie de tous les jours? Avant la DGRK, la ville de Kinshasa ne mobilisait que aux alentours de 500 000 $ mensuels. Dès que mise en place, la DGRK a fait des exploits. Je peux dire que grâce à la DGRK, la ville a suffisamment de moyens. Si il faut que je parle des actions visibles, vous allez voir que l'ancien gouverneur et les deux derniers gouverneurs n'ont pas géré de la même manière. Le gouverneur Kimouta a fait beaucoup de réalisations, ainsi que le gouverneur Ngobila, d'ailleurs, à peine arrivé, il fait déjà de grandes réalisations qui n'ont jamais existé par rapport à tous les gouverneurs qui sont passés lorsqu'il n'y a pas eu de régie provinciale de mobilisation de recettes. Donc, grâce à la DGRK, et grâce peut-être aux autres régies financières des provinces, les actuels gouverneurs ont beaucoup de moyens pour agir. Bien que, avec l'exode rural, il y a beaucoup de difficultés pour que le gouverneur puisse atteindre le maximum de leur politique. Parce que chaque jour qui vient, il y a de nouveaux problèmes, de nouvelles situations. Et c'est un peu compliqué. C'est pas facile d'être gouverneur aujourd'hui, c'est pas facile. Et il n'y a pas interaction entre la DGRK et les autres régies des autres provinces. Vous ne travaillez pas en collaboration pour pouvoir gérer certains problèmes? Bon, nous en tant que régimaire, c'est nous qui avons formé la plupart des cadres qui dirigent aujourd'hui les régies provinciales. Parce qu'il y a eu d'abord les génies quinois qui a donné naissance à la DGRK. Et après, les autres provinces se sont inspirées du génie chinois pour donner aussi forme et corps à toutes les autres régies. Ils ont envoyé ici des experts que nous avons formés. Donc je crois que nous sommes fiers de l'existence des autres régies en province. Et la synergie entre les provinces... Ça se passe plus au niveau des autorités hiérarchiques, notamment les DG, et au niveau de la conférence des gouverneurs. C'est là justement où doit être débattue la question, telle que je vous l'ai dit, des sociétés immobilières. Il faudrait que le gouverneur puisse se liguer pour contre-attaquer, afin que les revenus sur le loyer qui est détourné par les sociétés dites immobilières puissent revenir totalement aux provinces. Parce que je le dis, les sociétés immobilières n'ont pas de bénéfices que sur le loyer. D'ailleurs, je peux dire que c'est le minimum de leurs revenus ou de leurs bénéfices. Ils ont beaucoup de bénéfices dans la vente des immeubles, dans la construction de ces immeubles et dans l'achat. Ils savent comment ils font. Donc je crois que c'est une question très importante, une question épineuse qui fait perdre beaucoup d'argent aux provinces. Et qu'est-ce que les provinces font pour récupérer cet argent qu'ils perdent? Bon, au niveau de la hiérarchie des autorités, les gouverneurs des provinces, les directeurs généraux des différentes régies, il y a déjà un travail qui a été fait au niveau de la DGRK. Ici, il y a eu une commission paritaire DGRK-DGI qui a déjà vu de quelle manière on peut faire pour que les sociétés aussi ne soient pas étouffées, pour que ça ne donne pas l'impression d'une double imposition. Mais en parlant d'une double imposition, quelle est l'importance de la TVA? La TVA, c'est comme une double taxe ou bien un double impôt qui est imposé sur les impôts existants. Non, non. La TVA, ce n'est pas une double imposition. La TVA
c'est nous, la population, qui payons sur toutes les marchandises et surtout les services. C'est-à-dire ce ne sont pas les entreprises. Les entreprises sont chargées seulement de collecter pour l'État sur le bien qu'ils vendent et sur le bien qu'ils rendent à la population. Voyez-vous? Donc ce ne sont pas les entreprises qui payent. Et ils font que reverser ce qu'ils ont retenu au nom et pour le compte de l'État dans ce que nous achetons. Et la TVA n'a pas occasionné la hausse des prix de marchandises dans les magasins. C'est pas non. Mais c'est ce que les Congolais pensent. Non. La TVA n'a pas occasionné la hausse de prix. Ça ne joue pas sur les prix. Ça joue sur la facture. Vous avez acheté la pâte dentifrice coûtait déjà 5 000 francs. Vous allez l'acheter à 5 000 francs. Mais au sortir, on vous dit 5 000 points quelques. Les quelques là, c'est la TVA qui est prélevée. Mais le vendeur n'a pas augmenté le prix de la pâte dentifrice. Au contraire, il demande pour le compte de l'État une petite subvention qui a été décidée par l'État. Et c'est fait conformément à la loi. Donc je ne crois pas que ça ait fait. Mais cette taxe a commencé il y a peu. Parce qu'avant, il n'y avait pas la TVA. Moi, je me rappellerai quand la TVA a commencé. Il y a eu beaucoup de bruit à Kinshasa, en RDC. Les gens se plaignaient. Mais Ezamoï, comme c'est le mode opératoire qui posait problème. Mais je crois que le Premier ministre Matata Ponyo a fait un travail très important là-dessus. Parmi les rares choses que je peux lui reconnaître, la TVA, oui, là ça réussit. Mais sinon, c'est très important. Nous devons avoir cette culture-là, soutenir les autorités étatiques pour que notre pays avance. Sans les impôts, nous ne pouvons rien faire. Même s'il y a un problème de culture, de détournement, la corruption, mais nous allons changer. Paris n'est pas devenu ce qu'il est un jour. Washington non plus, donc qu'on ne puisse pas se lever la face, c'est très important. S'il y a des difficultés, il y a des comportements qu'il faut condamner. La prise de conscience collective en ce qui concerne le bien commun, savoir que l'argent de l'État, ça va servir à nous tous et pas à quelques individus, comme on était en train de voir sous peu, c'est ce qu'il faut pour notre pays. Mais la prise de conscience, c'est pas un slogan. Il faut des activités concrètes. Mais c'est ce que vous, les professionnels de médias devraient faire. Au lieu d'être seulement derrière les politiciens, vous devez conscientiser la population à savoir que tout geste que vous posez en faveur de l'État, vous le posez... Avis d'expert vous a invité ici en tant qu'expert, vous n'êtes pas politicien, vous êtes là en tant qu'expert pour éclairer la population. Voilà pourquoi je demande à la population d'avoir la culture fiscale, de soutenir l'État pour qu'il puisse avoir les moyens de concrétiser toutes les promesses politiques que nous recevons. On a beau critiquer, si le budget nous ne le soutenons pas en payant les impôts, nous n'allons pas dire que le gouverneur n'a pas réussi à mettre en place sa politique de Kinbopeto. C'est nous qui devons lui donner les moyens d'agir. Vous voyez comment c'est devenu très beau quand vous circulez la nuit, de belles lumières, jeux de lumière, des routes par ici arrangées, des routes par là. Kinbopeto a limité son champ d'activité à Gombe? Non, Kinbopeto c'est une vision. On a demandé au bourgmestre de s'imprégner et de s'approprier de cette vision. Et à chaque individu, à chaque Kinois, parce que quelqu'un qui vit en ville, si vous ne connaissez pas la notion de propreté, de l'ordre en ville, il faut rentrer au village. Or même au village, on est propre. Donc nous devons être conséquents, savoir que la propreté, ce n'est pas le gouverneur qui vient nettoyer sur votre lit. Madame, même si les avenues de Kinshasa sont propres, mais si sous nos lits, dans nos parcelles, si ce n'est pas propre, il y a un problème de culture. En ce moment-là, il faudrait que l'État puisse taper fort. Donc ça, ce n'est pas un problème de gouverneur. Le gouverneur, il fait sa part, nous devons aussi faire la nôtre. Oui, vous savez, monsieur Bienvenu, nous courons vers la fin de cette émission. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme votre mot de fin? Je commence par vous remercier, à présenter mes voeux le meilleur à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville. Je présente également mes voeux à tous les agents et cadres de la DGRK, de la DGI, ainsi que de toutes les autres régies, la DGRAD, la DGDA. Mais j'invite d'abord la population congolaise, en général, et la population particulière, celle de Kinshasa, de soutenir le gouverneur de la ville pour qu'il réussisse son programme. Il faut payer les impôts, ça ne coûte presque rien si nous avons la conscience que ça doit nous servir. Mais aussi d'être vigilant pour demander
à nos représentants, les élus, pour que le contrôle parlementaire se fasse convenablement afin que nous puissions voir l'impact de ces impôts que nous allons payer. Il n'y a pas de contrepartie directe, mais le vécu quotidien, c'est là où nous allons trouver que l'autorité politique, qui est les décideurs, il agit par rapport aux moyens que nous lui donnons. Donc, venez nombreux payer vos impôts. La date limite, c'est le 1er février 2021 pour l'impôt foncier et pour l'impôt sur le revenu locatif. En ce qui concerne les retenues sur loyer que doivent payer tous les locataires, c'est au plus tard, tous les 10 de chaque mois. Venez nombreux, venez dans les différentes communes, à la direction générale, à la direction de la Gombe, à l'immeuble Ami Congo. Vous serez les bienvenus et on vous reçoit dans des conditions impeccables. Merci infiniment, madame. Merci, monsieur. Bienvenue, Iboula. Ouais, Iboula, nous rappelons que vous êtes chef de division de gestion des recettes de la Gombe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir sera pour nous de vous revoir une fois de plus sur ces plateaux pour discuter de notre sujet. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à modeste personne. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Monsieur Bienvenu Iboula a répondu à la question de savoir comment faire pour imprégner la culture fiscale chez les Congolais. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est pris pour dimanche à 21h15. Dans l'entretemps, vous suivrez ces numéros en rediffusion mercredi à 12h. Restez branchés sur Télé 7 pour la suite de nos programmes. Au revoir.